côte est des États-Unis. Dans cet hangar repose un avion de ligne a priori ordinaire. Pourtant, cet Airbus qui effectuait le vol US Airways 1549, le 15 janvier 2009, a été l'acteur d'un événement extraordinaire. C'est l'histoire de ce crash incroyable que nous allons vous raconter. Un crash causé par des oies sauvages. Alors comment de simples oiseaux ont-ils pu menacer un engin de 70 tonnes? Tout d'un coup, je vois un nuage marron. C'est comme si une bombe venait d'exploser. Et là, il se trouve qu'ils ont les deux moteurs qui perdent leur puissance. Le transformant en une véritable menace volante au-dessus de New York. Ce n'est pas seulement les passagers de l'avion, mais aussi toutes les personnes au sol. Pourquoi les procédures de sécurité se sont-elles révélées inutiles? Ils essayent pendant 45 secondes de rallumer les moteurs. La perte des deux moteurs est un cas exceptionnel. Pourquoi les tests n'ont-ils pas pu éviter cet accident? Quel pari fou a tenté le pilote de l'avion, le capitaine Sullenberger? Il dit seulement 7 mots. Ici le capitaine, préparez-vous à l'impact. Quand j'entends « on va dans l'Hudson », je pense « il va s'écraser ». Il y a très peu d'amérissage réussi dans l'histoire de l'aviation. Grâce à des images 3D inédites, nous allons vous faire revivre ce qu'il s'est réellement passé dans l'avion et au cœur même des réacteurs. Les passagers vont nous raconter cette catastrophe de l'intérieur, seconde par seconde. Et là, on commence à descendre à pic, comme dans des montagnes russes. Et là, je vais me noyer, non pas dans de l'eau, mais je vais me noyer dans du kérosène. Les plus grands spécialistes vont nous expliquer comment un drame aussi invraisemblable a pu se produire et pourrait se reproduire. Malheureusement, je vais vous répondre oui. Cette collision peut encore arriver aujourd'hui. Nous tenterons de comprendre comment cet Airbus A320, considéré comme l'un des plus sûrs au monde, a pu devenir un appareil hors de contrôle. Je m'attendais au pire. Pour moi, c'était fini. Light snow fell overnight in parts of New York, and folks bundled up when they ventured out Thursday. Ce matin du 15 janvier 2009, c'est une ville paralysée par le froid que découvrent les New-Yorkais à leur réveil. Il a neigé le matin, le temps est glacial. En fait, c'est la journée la plus froide de l'hiver. Barry Leonard est chef d'entreprise et rentre aujourd'hui chez lui à Charlotte. Son vol est prévu à 14h45. Chaque semaine, je viens à New York et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je suis là pour le travail. Je prends mon taxi pour l'aéroport LaGuardia. Je crains qu'avec un temps pareil, mon vol soit en retard. C'est quelque chose que je déteste. Les conditions météo perturbent fortement les transports new-yorkais. La circulation des ferries sur l'Hudson River est même limitée en raison de la formation de glace sur ces berges. Mais c'est le trafic aérien qui est le plus touché, notamment l'aéroport LaGuardia. À midi, on compte 2h58 de retard sur l'ensemble des départs. Eric Stevenson, qui doit retrouver une amie à Richmond, en Virginie, le découvre à ses dépens. Quand j'arrive à LaGuardia, je vois que mon vol est annulé. C'est pour ça qu'on me donne un autre vol avec une correspondance à Charlotte. Donc je suis un peu frustré. J'appelle mon ami que je devais aller voir et je lui dis que je vais avoir 7 heures de retard. Mais c'est la meilleure option pour moi. À cause de l'activité intense dans un espace très petit, les retards ont tendance à s'accumuler, surtout quand le temps est mauvais.
Thomas Bosco est alors directeur de cet aéroport pas tout à fait comme les autres. Pour lui, ces retards ne sont pas seulement dus au froid, mais remontent carrément à la conception de la Guardia. La Guardia est entourée d'eau sur 3 côtés, et l'autre côté par une zone d'habitation très dense. Et quand l'aéroport s'est développé, nous devions être capables d'accueillir des avions plus gros, qui avaient besoin de pistes plus longues pour décoller. Donc la décision a été prise de prolonger les pistes en construisant sur l'eau des ponts en béton, soutenus par des pilotis. Lancé dans les années 60, ce projet de 39 millions de dollars a permis de gagner 20 hectares sur l'eau, soit l'équivalent de 29 terrains de football. Malgré tout, les pistes de la Guardia ne font que 2100 mètres de long, alors que la moyenne se situe entre 2500 et 3800 mètres. Une différence qui s'est déjà avérée particulièrement dangereuse. Il y a déjà eu plusieurs accidents impliquant des avions qui sont tombés dans l'eau. C'est le cas en 1989. Un avion de ligne rate son décollage et tue 51 passagers sur 62. Les gens disent souvent que c'est comme décoller ou atterrir sur un porte-avions. Mais la proximité avec l'eau amène aussi un autre problème pour les aéroports new-yorkais. En 1975, il y a eu un incident sur un avion qui ingérait des oies au décollage. As soon as the birds hit, the engine burst into fire and apparently dropped off the wing. Flames came back over the wing, and the wing started burning, and the wing was burning before the airplane came to rest. Il y a eu des étincelles et avec le carburant, ça a mis feu aux ailes. L'avion a brûlé au sol pendant 2 jours. Méconnu du grand public, ce péril aviaire représente pourtant une véritable menace pour les avions de ligne et il est pris très au sérieux par les aéroports. Des statistiques montrent qu'il y a plus de 5000 collisions d'oiseaux avec des avions uniquement aux États-Unis chaque année. Les grandes étendues d'eau fournissent un habitat pour les oiseaux et toutes sortes de vie animale. Et donc c'est important pour nous de maintenir notre programme de lutte aviaire mis en place depuis les années 40 ou 50. La biologiste chargée de la surveillance de la vie sauvage dans les aéroports new-yorkais, et notamment à la Guardia, c'est Laura Franker. Nous mettons en place plusieurs programmes pour réduire les zones de nourriture et d'eau fraîche qui sont appréciées par les animaux sauvages. Notre but est de rendre ces zones les moins attractives possibles. Le risque est tel que désormais la réglementation impose aux constructeurs de réacteurs une série de tests spécialement consacrés aux risques aviaires. C'est le cas chez Safran. C'est ici que l'on construit les réacteurs des Airbus A320. Le moteur est truffé de capteurs pendant ces essais. On compte jusqu'à 1000 capteurs sur le moteur et on va regarder le comportement de toutes les pièces du moteur. Pour vérifier comment vont réagir les moteurs en cas de collision avec des oiseaux, les constructeurs réalisent des tests très impressionnants. Pour plus de réalisme, des oiseaux morts sont envoyés à l'intérieur même des réacteurs. On travaille avec des associations de protection des animaux. Ce sont des véritables oiseaux qui sont tirés parce que plus représentatifs, donc des conditions réelles. Donc en fonction des essais, on fait varier la masse et le nombre d'oiseaux que l'on va tirer dans le réacteur. Le troisième test, plus sévère, est un oiseau lourd de 1,85 kg qui cette fois-ci peut entraîner l'arrêt du moteur par le pilote. Mais cet arrêt doit se faire en toute sécurité, sans causer de dommages à l'avion. Mais ce jour-là, à New York, le risque d'une collision avec un oiseau est particulièrement faible. Les flux migratoires sont peu fréquents en janvier. Alors personne ne prend la mesure du danger qui s'annonce. Il est 14h30 passé quand le vol 1549 d'US Airways est enfin annoncé. Barry Leonard et Eric Stevenson vont pouvoir rejoindre la porte d'embarquement, à un détail près. Évidemment, l'avion est en retard, comme je m'en doutais. Et on nous déplace d'une porte d'embarquement à une autre. Et finalement, je peux dire que je suis heureux quand nous embarquons enfin.
Les 2 passagers ne sont pas les seuls à se diriger vers la porte 21. Le vol affiche complet ce matin-là. Ce vol 1549 est ce qu'on appelle un milk run aux États-Unis. C'est un vol très fréquent entre New York et Charlotte. Charlotte, en Caroline du Nord, est un grand centre bancaire. Il y a beaucoup de liaisons journalières. Irina Levchina fait partie des 150 passagers qui prennent place dans la cabine. Elle n'est pas en déplacement professionnel. Elle est en vacances et part se détendre en Floride. Pourtant, quand elle monte dans l'avion, elle est anxieuse. Un jour plus tôt, j'ai eu un sentiment étrange, du genre « je ne devrais pas partir ». Je ne sais pas pourquoi, c'était juste une intuition. Je suis à côté de la fenêtre, place 26E. Ma voisine me dit qu'elle est stressée en avion et me demande si cela ne me dérange pas de fermer la fenêtre. Je lui dis OK, pas de problème. À 15h05, l'embarquement est clos. L'avion est complet. Les hôtesses de l'air commencent à énoncer les consignes de sécurité. Comme souvent, je suis en train de dormir ou de lire les journaux pendant les procédures d'urgence. Je n'y fais pas attention. Ce jour-là, je n'ai pas beaucoup prêté attention aux hôtesses de l'air. Parce que jusqu'à maintenant, je pensais que c'était toujours un peu la même chose. Ce jour-là, comme dans la plupart des vols intérieurs, 7 passagers sur 10 ne prêtent pas attention aux hôtesses de l'air. Leurs consignes de sécurité vont pourtant s'avérer primordiales. Les vols deviennent plus sûrs que dans les années 80. Et ce 15 janvier 2009, cela fait 29 mois que l'aviation civile américaine n'a pas eu d'accident mortel. Un sentiment de sécurité d'autant plus grand qu'ils viennent d'embarquer sur l'un des avions les plus vendus et les plus sûrs au monde. L'Airbus A320, sorti en février 1987. En direct des usines toulousaines de l'aérospatiale, le baptême de l'Airbus A320 par le prince Charles, Lady Diana et le Premier ministre français, M. Jacques Chirac. Je pense que l'A320 a été conçu avec d'abord l'intention de se démarquer du 737 qui était bien installé sur le marché. Et donc de ce point de vue-là, ça a été un succès parce qu'il a eu effectivement l'audace de présenter des innovations technologiques qui pouvaient faire peur à certains à l'époque, mais qui se sont avérés être des avantages concurrentiels très importants. C'est vrai qu'à l'époque, quand est sorti l'Airbus, il était assez révolutionnaire parce qu'il y avait en effet des écrans partout. Et disons, ces écrans ont permis de regrouper en fait, des informations qui auparavant étaient dispersées à plusieurs endroits et donc de les centraliser. Pour Pierre Pedron, pilote et formateur à l'ESMA Aviation Academy, l'une des plus grandes écoles aéronautiques d'Europe, les innovations qui pouvaient faire peur à l'époque concernent surtout les commandes de vol. Ce qui est, je dirais, encore plus révolutionnaire sur le plan technique, mais peut-être moins connu du grand public, c'est le fait que l'avion était pratiquement complètement automatique. L'Airbus A320 est le premier avion de ligne au monde, après le Concorde, à avoir des commandes de vol électriques. Désormais, le pilote n'est plus le seul décisionnaire pendant un vol. Il est assisté par un ordinateur, une innovation qui va s'avérer cruciale pour le vol 1549. C'est-à-dire que l'ordre du pilote est envoyé aux commandes de vol par l'intermédiaire d'un ordinateur. Et l'ordinateur, lui, il analyse cet ordre. L'avantage des commandes de vol électriques, c'est de pouvoir connaître à tout moment, parce que en général c'est le résultat d'un calcul assez complexe, altitude, vitesse, conditions de température, etc., de connaître en permanence quelles sont les limites de l'appareil et de mettre des barrières de façon à éviter de se retrouver dans ces situations où l'appareil devient, dirons-nous, incontrôlable. Quoi que décide le pilote, l'avion ne pourra pas cabrer à plus de 19 degrés et s'incliner à plus de 67 degrés. Dans cette zone, il est impossible que l'avion ne décroche, c'est-à-dire qu'il ne tombe comme une pierre. Résultat, 30 ans après son premier vol, l'A320 est le deuxième avion le plus sûr au monde, avec 0,14 crash mortels par million de décollages. Et c'est aussi cet avion
qui a permis à Airbus de sérieusement concurrencer Boeing sur le marché de l'aviation civile aux États-Unis. De quoi déstabiliser certains pilotes habitués à naviguer sur Boeing uniquement. Les pilotes qui travaillent sur Airbus ont une qualif Airbus, les pilotes qui travaillent sur Boeing ont une qualif Boeing, et on ne peut pas prendre un pilote Boeing et le mettre sur Airbus comme ça sans qu'il passe sa qualification sur l'Airbus. D'ailleurs, ce 15 janvier 2009, pour le copilote Jeff Skiles, c'est une première aux commandes d'un Airbus. Le commandant, pour sa part, est loin d'être un débutant. C'est le capitaine Sullenberger, 57 ans, ancien pilote de l'armée de l'air américaine, avec 29 ans d'expérience dans l'aviation civile. Après les vérifications d'usage et le plan de vol entré dans l'ordinateur, l'avion est enfin prêt à décoller. C'est Patrick Arten, contrôleur aérien à LaGuardia, qui est en charge du vol 1549. Il est 15h25, le vol 1549 est prêt à décoller de LaGuardia en direction de Charlotte. Il se dirige vers la piste 4 pour décoller direction nord. C'est le copilote qui est chargé du décollage. Il est 15h25 et 43 secondes, l'avion quitte la piste de LaGuardia. Sur ces images, filmées par une caméra de surveillance, on aperçoit le vol 1549. Tout est sous contrôle. Quand je surveille le décollage du vol 1549, rien n'est anormal. Tout est comme d'habitude. Son ascension est bonne. Comme en attestent les échanges radio entre le pilote et le contrôleur aérien, c'est un décollage de routine. La météo s'est considérablement améliorée. Le pilote fait même cette remarque « Waouh, quelle belle journée aujourd'hui sur l'Hudson River !» Et son copilote est d'accord avec lui. Nous passons au-dessus de l'eau, direction le nord. Très rapidement, le pilote tourne sur la gauche et nous commençons à survoler le Bronx. Je suis à côté de la fenêtre, donc je regarde le Bronx, car c'est un quartier de New York que je ne connais pas. Je regarde les maisons, les rues. Oh, c'est vraiment intéressant. Il ne le sait pas encore, mais dans quelques secondes, tout va basculer. Et tout à coup, je vois comme un nuage marron. C'est vraiment très étrange, car cela vient très très vite. C'était comme si une bombe venait d'exploser. C'était vraiment comme une bombe. J'essaye de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce bruit? En réalité, l'avion lancé à plus de 400 km/h vient frapper plusieurs oiseaux à 900 mètres d'altitude. Une collision impossible à éviter. L'équipage voit les oiseaux à la dernière minute. Ils n'ont donc pas le temps de dévier de leur trajectoire. L'avion entre en collision avec les oiseaux à un peu plus de 8 km de l'aéroport LaGuardia. C'est malheureusement en dehors de notre zone de surveillance. Plus inquiétant, l'espèce d'oiseau concerné ce jour-là. Il s'agit d'oies sauvages du Canada. Les oiseaux les plus dangereux sont ceux qui ont une masse corporelle importante et qui voyagent en groupe. Les oies qu'on a ici sont très grosses. C'est même des oies géantes qui pèsent 4,5 kg. Ces oies d'une envergure d'1,80 m vont heurter l'avion à différents endroits. Le fuselage, le nez et surtout les deux réacteurs. Tout de suite, on sent une odeur d'oiseaux grillés. Et je réalise qu'on a heurté des oiseaux. Je le dis à mon voisin, car tout le monde a sursauté quand ça s'est passé. Je lui dis que j'ai vu un nuage marron, je pense qu'on a heurté des oiseaux, mais que les réacteurs doivent être conçus pour résister à ça. Donc pas de raison de s'inquiéter. Et si Eric Stevenson ne semble pas particulièrement inquiet, c'est qu'il ignore que les oiseaux que l'avion vient de percuter
pèsent le double de ceux utilisés dans les tests. Un oiseau de 4 kg à 400 km/h, ça représente une chute d'une tonne de 3 mètres. Donc là, les chocs sont d'une violence très très forte. Il ne faut que quelques secondes aux pilotes pour constater qu'ils viennent de perdre le contrôle de la situation. Évidemment, ils surveillent tout de suite les paramètres moteurs. Et là, il se trouve qu'ils ont les deux moteurs qui déroulent et qui perdent leur puissance. Tout devient très silencieux. On entend les moteurs s'arrêter. Je regarde mon voisin qui me dit « Je crois que le réacteur vient de tomber. » Donc j'enlève ma ceinture, je me penche vers la fenêtre et je lui dis « Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que le réacteur n'est pas tombé. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne fonctionne plus. » Ce que personne ne soupçonne à ce moment-là, c'est qu'à l'intérieur des réacteurs, les dégâts sont considérables. Harald Reichel est ingénieur spécialiste des réacteurs et travaille au NTSB, l'agence fédérale responsable des enquêtes sur les accidents aéronautiques. Pour lui, c'est quasiment du jamais vu. 2 oiseaux sont entrés dans chacun des réacteurs. Le premier oiseau passe par le flux froid du réacteur et ressort à l'arrière sans causer de dégâts. Il y a des vibrations dans le moteur, mais il y a toujours de la puissance. Malheureusement, l'autre oiseau entre juste à la bordure du cône. Pas dessus, mais juste à la bordure. Et c'est exactement l'endroit où derrière, il y a les turbines et les compresseurs. Donc l'oiseau pénètre au cœur du réacteur. Malheureusement, cette partie du réacteur n'est pas certifiée pour supporter un tel choc avec un oiseau de 4 kg. Il faut savoir que les ailettes de ces turbines et de ces compresseurs sont très fines. Et malheureusement, elles cassent. Et maintenant, il y a des morceaux de métal qui se déplacent dans le moteur. Ces petites pièces de métal cassent ensuite d'autres pièces de métal. Et il y a donc une réaction en chaîne. Et c'est le pire qui puisse arriver à un réacteur. Donc le système ne peut plus fonctionner, les réacteurs n'absorbent plus d'air, et donc ils perdent toute leur puissance. L'un des réacteurs s'arrête. L'autre n'affiche plus qu'une puissance beaucoup trop faible pour faire voler l'avion. Il est 15h27 et 18 secondes. L'avion, avec à son bord 155 personnes et 23 000 litres de kérosène, devient hors de contrôle dans le ciel de New York. Le pilote tente alors le tout pour le tout. Il enclenche tout de suite une commande qui permet dans certains cas de relancer les réacteurs. Ignition Start. C'est un bouton qui permet d'avoir une étincelle et éventuellement de rallumer le moteur si jamais il s'était éteint par inadvertance, de le rallumer tout de suite. À ce moment-là, on entend un clic. Mais le pilote doit se rendre à l'évidence. Là, ça ne se rallume pas. On a l'impression que l'avion s'est arrêté, complètement arrêté. Malgré les apparences, l'avion continue de monter jusqu'à 935 mètres d'altitude grâce à son inertie. Mais sa vitesse diminue fortement, ce qui augmente le risque de décrochage. Privé d'électricité, l'avion n'est plus protégé par les innovations technologiques de l'Airbus A320. Le capitaine Sullenberger va alors transgresser l'ordre des procédures habituelles. Il enclenche l'APU. L'APU, ce petit réacteur en fait qui est dans la queue de l'appareil et qui fournit une énergie électrique à l'avion, puisque quand les deux moteurs tombent en panne, il n'y a plus de génération électrique. Donc le fait de démarrer tout de suite cette génération alternative a permis à l'équipage de bénéficier de ces protections de commande de vol. Le capitaine Sullenberger reprend la maîtrise de l'appareil et contacte la tour de contrôle de la Guardia. C'est la première fois que je prends connaissance du problème. À ce moment, c'est important pour moi de ne pas avoir d'autres départs à gérer, d'être concentré sur cette urgence.
Il vient de me dire qu'il a perdu la puissance des deux moteurs et donc il faut à tout prix qu'il revienne se poser au plus vite à La Guardia. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. 220. Je peux voir sur le radar qu'il est en train de tourner et qu'il perd très vite de l'altitude. Puisqu'il n'y a plus de puissance, l'avion est obligé de perdre de l'altitude, comme pour un planeur. À l'arrière, les passagers réalisent que quelque chose ne va pas. L'avion commence à bouger à gauche, un virage très serré, et on descend à pic, comme dans des montagnes russes. Je regarde par la fenêtre et je vois Harlem. Et je me dis, oh mon Dieu, on est au milieu de la ville. J'espère vraiment que les moteurs vont redémarrer. Après l'échec de la procédure Ignition Start, le seul espoir qu'il reste au capitaine Sullenberger, c'est le réacteur qui n'est pas tout à fait mort. Donc, il décide d'utiliser la procédure panne de deux moteurs. Mais cette procédure ne va rien arranger, car elle n'est pas conçue pour une basse altitude et en plus, elle exige de stopper totalement les moteurs pour mieux les faire repartir. Les deux pilotes n'ont pas le temps d'hésiter, mais au moment de couper les gaz, rien ne les assure que les réacteurs redémarreront. Ils passent 45 secondes à essayer de rallumer les moteurs. Malheureusement, à cause des dégâts métalliques à l'intérieur des réacteurs, c'est très difficile de redémarrer les moteurs, car il y a de la résistance. Et donc ils n'ont jamais pu les faire repartir. La perte des deux moteurs est un cas exceptionnel et très très rare. Il arrive moins d'une fois pour 1 milliard d'heures de vol. Sans moteur, l'avion est désormais un planeur au-dessus de New York. Et en tant que pilote aguerri de ce type d'appareil, le capitaine Sullenberger sait qu'il ne pourra utiliser que la finesse de l'avion, c'est-à-dire la possibilité de planer plus ou moins longtemps. Il a alors un pressentiment. Package 1529. We can get it to you. Do you want to try to land 1013? We're unable. We may end up in the Hudson. Sans la poussée des moteurs, à une certaine altitude, en fonction de la finesse de son avion, c'est-à-dire de sa capacité à planer, il a un certain rayon d'action possible. Un avion comme l'Airbus A320, ça va avoir une finesse de 20. S'il est à 1 km de haut, il peut se poser à 20 km maximum. À ce moment-là, l'avion est à 490 mètres d'altitude. Il peut donc théoriquement atterrir à 9 km 800 à la ronde. Or, la piste la plus proche de La Guardia se situe à 12 km 300. Il ne reste que 2 minutes avant impact. Le pilote commence à aligner l'avion au-dessus de l'Hudson. Il est maintenant à la même hauteur que l'Empire State Building. Mais il veut être sûr de faire le bon choix. Quand il passe au-dessus du pont George Washington, il se souvient d'un petit aéroport dans le New Jersey. Package 1549, runway 4 is available if you want to make left traffic to runway 4. We make any runway. What's over to our right? Anything in New Jersey, maybe Teterboro? Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. Do you want to try to go to Teterboro? Yes. Donc, vous voulez qu'on essaye Teterboro? Il me répond oui. Mais je vois bien qu'il est encore en direction du sud-ouest, assez proche de l'Hudson River. Package 1529, turn right 280, you can land runway 1 at Teterboro. We can't do it. Le pilote vient de s'en rendre compte. Même cet aéroport est hors de portée. En effet, toujours selon la finesse de l'avion, à ce moment, il est à 362 mètres d'altitude et a donc un rayon d'atterrissage possible de 7 km 200. Or, l'aéroport de Teterboro est à plus de 9 km de l'avion, donc y tenter un atterrissage serait suicidaire. L'avion devient une menace volante. En dessous de lui, Manhattan et son 1,5 million d'habitants. Entre ces deux aéroports, ce sont des zones très denses en habitation. Il sait que s'il tente un atterrissage et que cela ne se passe pas comme prévu, le résultat peut être dévastateur. Ce n'est pas juste les passagers, mais aussi toutes les personnes au sol. Donc beaucoup de vies sont en jeu. Le pilote n'a plus le choix. Ce qu'il pressentait va se produire.
Patrick Arten reçoit alors un message plus qu'inquiétant du capitaine Sullenberger. I'm sorry, say again, Cactus? Là, il dit ces mots. J'ai bien entendu, mais je ne peux pas le croire, car pour moi, amérir sur l'Hudson, c'est synonyme de crash. Et probablement qu'il n'y aura aucun survivant. Alors j'appuie sur le bouton et je lui dis « Vous pouvez répéter ?» Pas de réponse. C'est la dernière fois que je parle au vol 1549. Je me sens comme celui qui va être impliqué dans l'accident le plus terrible de l'histoire de l'aviation civile. Je suis effondré. Il disparaît de mon écran radar. Je dis contact radio perdu. Je m'attends au pire. Pour moi, c'est fini. Dans l'avion, les passagers sont encore loin d'imaginer ce qu'a en tête le pilote, car personne ne leur a rien dit depuis la collision avec les oiseaux. Il est 15h29 et 11 secondes. Ils entendent enfin la voix du capitaine dans les haut-parleurs. Mais ce qu'il va leur dire ne va pas les rassurer. Le commandant fait enfin une annonce. Il dit seulement 7 mots. Il dit juste « Ici votre capitaine. Préparez-vous à l'impact. » Préparez-vous à l'impact? J'ai jamais entendu ça avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je comprends qu'on va s'écraser. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on va s'écraser contre les immeubles. Mon voisin m'agrippe le bras et il me dit « On va mourir ». Je me souviens de le regarder et je ne pense pas que je lui dise quelque chose, car je ne pense pas que sa question mérite une réponse. J'envoie un mail à ma femme et je lui dis que je l'aime. Parce que si je meurs, elle comprendra ce que j'ai voulu dire. Il ne reste que 90 secondes avant l'impact. Et si tous les passagers sont si pessimistes sur l'issue de cette catastrophe, c'est qu'un amérissage réussi pour un avion de ligne relève du miracle. Je vois bien qu'on va tenter un amérissage. Et j'ai en tête un amérissage en Afrique, où un avion a percuté l'eau, il s'est retourné et les ailes se sont arrachées. « 23 novembre 1996 aux Comores. Après un détournement par des pirates de l'air, ce Boeing 767 d'Ethiopian Airlines est à court de carburant pour atteindre la côte. Il tente un amérissage d'urgence dans l'océan Indien. La procédure échoue. 125 personnes périssent dans cet accident. Il y a très peu d'amérissages réussis dans l'histoire de l'aviation. Ici, le crash est en partie dû à une vitesse d'approche excessive, 360 km/h au lieu des 300 conseillés. Mais ce n'est pas le seul paramètre qui entre en compte dans la réussite d'un amérissage. Si l'avion est trop cabré, le nez de l'appareil retombera violemment dans l'eau. Les forces sur la structure seront trop fortes, le fuselage cédera. Si au contraire l'avion est trop incliné, le choc ne sera pas amorti par la queue de l'avion et le fuselage se disloquera intégralement. L'idée, c'est d'essayer d'épouser un petit peu l'horizontale, de casser un petit peu sa trajectoire. Voilà. Quelques degrés d'écart très difficiles à appréhender pour les pilotes. Au simulateur, on ne s'entraîne pas à l'amérissage. Ça n'existe pas, c'est pas prévu. Parce que les constructeurs estiment qu'on ne sera jamais confronté à un amérissage dans notre vie. Un avion, il n'est pas conçu pour faire un amérissage, mais pour éventuellement résister à un amérissage. Et pourquoi? Il y a une procédure dans les checklists qui s'appelle ditching. Ce jour-là, les pilotes trouvent cette procédure sur la dernière page de la checklist. L'avion est certifié pour amérir en respectant des critères bien précis. Son inclinaison doit être de 11 degrés, son taux de descente de 1 mètre par seconde et une trajectoire de vol de -1 degré. Mais tout ne se passe pas comme prévu. 26 secondes avant l'impact,
l'avion est à 277 km/h, soit 30 km/h en dessous de ce qui est prévu. Et dans cette situation de stress intense où il y a énormément de choses à gérer, probablement la surveillance de la vitesse est moins accrue que si tout avait été normal. Et donc il pense être à une bonne vitesse alors qu'en fait il est à une vitesse inférieure. Cette faible vitesse va s'avérer cruciale. À l'approche du plan d'eau, le pilote tire sur le manche vers le bas pour casser sa trajectoire. Or, l'APU refuse l'ordre du capitaine, car si l'avion va plus lentement, il décroche. Le manche était en butée arrière à cabrer. Et bien dans ces cas-là, l'ordinateur il va dire non. Le pilote il veut cabrer, moi je veux pas. Certes, ça va l'éviter de décrocher, mais ça ne lui permet pas d'arrondir. S'il a une vitesse déjà faible, il ne peut plus tirer sur le manche, il est déjà au maximum. Donc l'avion, il continue simplement jusqu'à ce qu'il touche. 15 secondes avant impact, un taux de chute 4 fois supérieur à ce que la structure peut endurer. L'avion va-t-il résister au choc? Je commence à compter les secondes. Et je me dis, waouh, il ne me reste que 15 secondes à vivre. La fin de ma vie est très proche. 10 secondes. 5 secondes. Je pense que je ne veux pas mourir. C'est un sentiment bien au-delà de la peur. Je regarde par la fenêtre pour savoir où on en est, et là... Témoins du choc, les caméras de surveillance des entrepôts voisins filment la scène. Il est 15h30 et 42 secondes, soit 5 minutes seulement après avoir décollé de la Guardia. C'est extrêmement bruyant. C'est comme si on attache un frigo à un camion et qu'on le traîne sur la route. C'est un bruit de métal qui se déchire. J'ai peur qu'on s'enfonce dans l'eau. Les hublots sont déjà entièrement sous l'eau. À un moment, je bascule vers la droite. Et je me dis, oh non, on a presque survécu. Et là, on va se retourner. Le réacteur gauche se décroche. L'avion pivote à 45 degrés et se stabilise, le nez face à Manhattan. La structure de l'appareil semble intacte. Du moins le pense-t-on sur ces images. En réalité, l'avion est en train de couler. Nous avons reconstitué en 3D ce qu'il se passe à cet instant, à l'arrière de l'appareil. Étant donné le taux de descente trop élevé lors du choc, le fuselage craque à l'arrière. L'eau s'engouffre dans la cabine et rompt le caisson de pressurisation. Le cauchemar est encore loin d'être terminé. Certains passagers tentent alors d'appeler les secours avec leur téléphone portable. Pour Irina Levchina, la situation est plus que critique. Située à la dernière rangée de l'avion, elle ne réussit pas à voir où l'appareil est tombé. C'est une odeur qui commence à l'inquiéter. Je vois du liquide arriver dans l'avion. Ça sent le kérosène et ça monte très vite. Des centimètres par seconde. Je me lève et j'ai de l'eau jusqu'à la taille. Je me dis, maintenant tu vas te noyer, mais pas dans de l'eau, dans du kérosène. J'entends l'hôtesse de l'air qui est à l'arrière de l'avion. Elle est en train de me crier, nous avons 2 minutes. Nous avons 2 minutes. Mais 2 minutes pourquoi? Pour que l'avion coule? Pour que l'avion explose? Je suis vraiment préoccupée. Je veux sortir à tout prix de là. Finalement, Irina Levchina comme Eric Stevenson et Clay Presley trouveront refuge sur les ailes de l'avion. Mais un autre danger guette les passagers.
les eaux glacées de l'Hudson River. L'aile est vraiment glissante. Beaucoup de gens qui marchent dessus glissent dans l'eau. Vous ne pouvez pas rester très longtemps dans l'Hudson River, car le risque d'hypothermie commence à faire effet en moins de 10 minutes. C'est le cas de Barry Leonard. On l'aperçoit sur ces images se démener dans une eau à 1 degré. Je commence à perdre la capacité de bouger mes membres. En fait, je suis vraiment préoccupé de ne pas pouvoir sortir de l'eau, car elle est glaciale. Je suis dans l'eau depuis 4 minutes. Assez pour ne plus rien sentir. Sincèrement, je n'ai aucun souvenir d'être monté sur un canot de sauvetage. Cet avion dispose d'un équipement de survie en mer, ce qui n'est pas obligatoire et qui permet de faciliter l'évacuation, car il y a des canots de sauvetage et les passagers peuvent monter dedans. Un équipement qui va permettre aux passagers d'attendre les secours, qui arriveront 3 minutes 57 secondes après l'impact dans l'eau. Un record qui n'est pas dû au hasard. Le capitaine Sullenberger a vraiment améri à l'endroit parfait, parce qu'il a posé l'avion à juste quelques minutes des quais d'embarquement des ferries. Quand je vois les ferries arriver vers nous, je me dis « Ok, ça va aller. Tout le monde va pouvoir monter à bord. » À ce moment-là, dans l'avion, il ne reste qu'une seule personne. Le pilote assure l'évacuation des passagers et après avoir vérifié que tout le monde soit sorti, il retourne une dernière fois dans l'avion pour être bien sûr qu'il n'y a plus personne. Tout est désormais sous contrôle dans la baie de l'Hudson. Les passagers sont recueillis sur les berges par la Croix-Rouge. Je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. Je suis passé d'un état de détresse totale à un état euphorique. À cet instant, je me suis dit, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons mourir. Incredibly, all of the more than 150 passengers and crew members were reported to have made it out safely. Ce pilote doit absolument avoir la reconnaissance qu'il mérite. C'est grâce à lui si ma fille de 2 ans et demi a encore un père, et si ma femme a encore un mari. C'est la fin de ce que les médias surnomment le miracle de l'Hudson. Du moins, pas tout à fait. Le capitaine Sullenberger devient un héros national, comme ici, où il est ovationné par la Commission des Transports au Capitole à Washington. The events of January 15th, 2009 have been well documented, and rather than recite them now in great detail, I want only to reiterate to the subcommittee that the successful outcome was achieved by the actions of many. Lives were saved due to the combination of a very experienced, well-trained crew, all of whom acted in a remarkable display of teamwork, along with expert air traffic controllers, the orderly cooperation of our cool-headed passengers, and the quick and determined actions of the professional and volunteer first responders in New York City. Ce n'est pas vraiment un miracle, c'est plutôt que toutes les personnes impliquées ce jour-là ont fait leur travail correctement. Finalement, ce qui a permis de sauvegarder l'équipage et les passagers, c'est d'une certaine manière la créativité de l'équipage. S'ils s'en étaient tenus à ce qui est prévu, c'est-à-dire l'application de la procédure dans un certain ordre, avec une discipline rigoureuse, ils ne s'en seraient pas sortis. Donc à une époque du tout automatique, moi j'y vois une sorte de preuve que l'homme a encore sa place dans les cockpits. Mais pour l'Airbus A320, l'histoire n'est pas finie. Pour l'heure, il est sanglé à des bateaux pour éviter qu'il ne coule. Alors comment le sortir de là? Tandis que les ingénieurs s'interrogent, les autorités aéroportuaires du monde entier, quant à elles, vont tout mettre en œuvre pour éviter qu'un tel drame puisse se reproduire. Après l'accident de l'Hudson, l'Agence fédérale de l'aviation américaine réalise une estimation précise du péril représenté par les oiseaux. Si le risque humain est infime, le coût causé par les réparations est impressionnant. Plus de 800 millions d'euros par an rien qu'aux États-Unis.
Un enjeu de taille qui justifie des mesures drastiques. Rien que pour l'année qui a suivi l'accident, 2911 oies sauvages du Canada sont tués au nom de la sécurité. Depuis l'accident du vol 1549, nous essayons de réduire le nombre d'oies sauvages sédentaires. Car ici, nous avons des oies sauvages toute l'année. Et si les oies qui migrent voient des oies sédentaires au sol et se rendent compte qu'il y a de la nourriture, alors elles peuvent elles-mêmes devenir sédentaires. Donc l'objectif est de réduire le nombre d'oies sédentaires pour réduire le nombre de migrations. Le résultat ne se fait pas attendre. Les 8 années précédant l'incident du vol 1549, il y a eu 55 collisions entre des bernaches du Canada et des avions. Et les 8 années après l'incident, on a réduit ce chiffre de moitié. Autre technologie inspirée par le drame de l'Hudson, des radars nouvelle génération inventés aux Pays-Bas. Plusieurs aéroports les testent en Europe, c'est le cas ici à Paris-Charles de Gaulle. Nous avons un radar horizontal qui est capable de détecter la présence d'oiseaux à 10 km. Il est également capable de donner des informations sur leur vitesse, leur taille, leur nombre et leur direction. Il est combiné à un radar vertical qui donne des informations sur l'altitude. Mais aucune technologie ne peut garantir une sécurité absolue. Malheureusement, je vais répondre que oui. Cette collision avec des oiseaux peut encore arriver aujourd'hui. On fait de notre mieux pour éliminer ce risque. On essaye de rendre l'environnement le plus sûr possible, mais on ne peut réduire le risque à 0%. On peut y tendre, mais jamais l'atteindre. Donc le mieux qu'on puisse faire, c'est d'accroître la sécurité avec les connaissances que l'on a, la science mise à notre disposition. Il faut utiliser tous les moyens et toutes les personnes pour rendre l'environnement le plus sûr possible. Pour rappeler que le risque zéro n'existe pas, les autorités décident d'exposer l'A320 de l'US Airways. Ce sera à Charlotte, là où l'avion aurait dû atterrir. Seulement auparavant, il faut le sortir de l'eau. Et ce n'est pas chose facile, car l'appareil est bloqué pendant plusieurs jours dans les eaux glacées de l'Hudson River. Cela a demandé évidemment beaucoup d'organisation pour réussir à sortir l'avion de l'eau. L'appareil était immergé contre la rive et cela a nécessité beaucoup de moyens. Il a fallu des barges et une grue pour le sortir de là. Ils utilisent une très grosse grue pour cela, une énorme grue. Une grue aux dimensions hors normes, 91 mètres de haut, soit la hauteur de la Statue de la Liberté. Cette grue est capable de lever 500 tonnes, 6 fois plus que le poids de l'avion. L'avion n'a jamais totalement coulé, mais il a fallu attendre qu'il soit immergé à l'horizontale pour pouvoir le soulever en un seul morceau et ensuite le mettre sur la barge. Wally Coppinger est directeur du musée de l'aviation de la ville de Charlotte. C'est lui qui va gérer le transfert à haut risque de l'épave. Un transfert qui a lieu 1 an et demi après l'enquête officielle. On a dû construire une remorque spéciale et cela nous a pris 6 à 7 jours pour l'emmener à Charlotte, en Caroline du Nord. C'était un exploit incroyable quand on y repense. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours sur l'autoroute. Au total, il y a eu entre 250 000 et 300 000 personnes au bord de l'autoroute pour assister à ce miracle. Le 10 juin 2011, l'avion finit donc le voyage qu'il avait commencé 2 ans auparavant. La première fois que vous le voyez pour de vrai, vous marquez un temps d'arrêt et vous vous dites « c'est incroyable de voir ça ». C'est comme un moment irréel, car en y réfléchissant bien, c'est une partie de l'histoire. Une partie de l'histoire de l'aviation. Un accident qui a autant fait évoluer les technologies qu'il a bouleversé les esprits. Un espoir
où l'humain a pris le dessus sur une catastrophe qui aurait pu devenir hors de contrôle.